Et c'est Bernard Alouchiche qui va nous parler de cette réanimation hydroélectrolytique. Merci Bernard. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. En ce qui concerne l'histoire de la réanimation hydroélectrolytique du choléra, il faut savoir que le choléra est arrivé en Europe au XIXe siècle. Initialement, le choléra existait en Asie. Évidemment, lorsque les bateaux sont allés en Asie, sont revenus, eh bien, il y a eu importation de cas de choléra avec des situations catastrophiques. Vous savez que le choléra, c'est une maladie bactérienne liée à Vibrio cholerae. Bactérie qui n'a été identifiée que dans les années 1850. Donc au départ, on ne comprenait pas pourquoi les gens étaient malades. Mais on savait que probablement il y avait des miasmes qu'on retrouvait sur les patients et qui entraînaient des décès massifs et en nombre. Et puis vous voyez sur cette illustration que les gens avaient très vite imaginé que c'est finalement à cause des bateaux qui arrivaient d'Asie qu'il y avait une importation de cette maladie qui est donc liée au péril fécal. Alors, avant de parler de l'historique, on est obligé de dire ce qu'il en est du choléra à l'heure actuelle. Donc, le choléra, c'est une maladie qui entraîne des pertes hydrosodées très importantes, puisque 5 à 10% des gens vont faire une hypovolémie sévère, avec des débits de sel qui sont très importants, 10 à 20 ml par kilo par heure chez les enfants. Et vous voyez que chez les adultes, ça peut aller jusqu'à 1000 ml par heure. Vous voyez que très vite, on peut se déshydrater de manière massive et que donc ça pose des problèmes de réanimation. Alors ce qui est important aussi, et on verra qui a trouvé ça, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans les selles des patients qui ont le choléra. Vous voyez que le taux de sodium est très élevé, il est de 130 millimoles par litre. Il y a également beaucoup de potassium, du chlore et du bicarbonate. Alors que lorsque les diarrhées ne sont pas liées au choléra, vous voyez que le taux de sodium est bien inférieur, il est de 50 millimoles par litre. Et quand on regarde les solutés pour compenser cela, que ce soit par voie intraveineuse ou par voie orale, vous voyez que finalement le ringer lactate est une des solutions probablement les plus adaptées. Bon, évidemment, le sérum salé isotonique n'apporte pas de potassium. Et vous voyez que les solutions orales apportent quand même moins de sodium que l'on en perd. Ici, pour vous illustrer ce que perdent les gens lorsqu'ils ont un choléra, donc on dit que c'est un liquide eau de riz. Qu'est-ce qu'on démontre lorsqu'on fait de la biologie chez les patients qui ont le choléra? On voit que les gens ont une hypocalémie, on l'a dit, perte de potassium, quelquefois une hyponatrémie ou une hypernatrémie, mais le plus souvent c'est une déshydratation isonatrémique. On peut observer une hypocalcémie, une hypoglycémie et une acidose. Les gens perdent énormément de bicarbonate. Ce qui est important au moment où on parle, c'est d'apprécier le degré de déshydratation. Est-ce que le patient est bien conscient? Comment sont ses yeux? Est-ce que le patient a soif? Est-ce qu'il a un pli cutané ou pas? Et dans les cas les plus sévères, les gens peuvent être comateux, avec des yeux excavés, ils sont incapables de boire, et ils ont évidemment un pli cutané. Et donc les recommandations actuelles en 2024, c'est de faire une réhydratation orale dans les cas où la déshydratation est peu sévère ou moyenne, et puis de passer par la voie intraveineuse si le patient est sévèrement déshydraté, et d'administrer ces solutés de manière régulière et pas seulement à la phase initiale, parce qu'on a vu que les patients pouvaient perdre beaucoup de liquide. Donc voilà, pour les patients qui ne sont pas déshydratés, on fait une réhydratation orale. Pour les patients qui ont une déshydratation moyenne, on fait encore des solutés oraux, et puis il faut continuer ces solutés pour remplacer les pertes en cours, et seulement en cas de sévérité, il faut administrer des produits intraveineux. Alors, le premier scientifique qui a fait des travaux remarquables sur le choléra, c'est un Écossais qui s'appelle William O'Shaughnessy, qui a publié dans le Lancet une étude démontrant que les patients, dans les selles des patients qui avaient un choléra, il y avait énormément d'eau et de sel.
D'abord, évidemment, comme les patients étaient déshydratés, les patients avaient un sang très épais, ils mouraient souvent, ils étaient bleus, et donc on ne comprenait pas pourquoi les patients avaient un sang noir, visqueux. Et à l'époque, d'ailleurs, on faisait essentiellement des saignées, on essayait d'apporter un peu de riz, des carottes, et puis on faisait des saignées en disant si on saigne le patient, eh bien on va éliminer les toxines et les miasmes qui peuvent être présents. Alors, donc les deux auteurs majeurs qui sont à l'origine de la réhydratation du choléra, c'est donc O'Shaughnessy et puis Latta, et on verra. Voici donc ce qu'avait écrit Shaughnessy. Donc il a écrit des livres, il a écrit des articles. Donc comme je le disais, à l'époque on faisait essentiellement des saignées, plus ou moins des antiémétiques. Et donc vraiment dans son travail dans Lancet, il a vraiment démontré qu'on perdait énormément de sodium, du bicarbonate et de l'eau. Et que donc les selles étaient alcalines. Alors il a commencé à essayer de voir ce qu'il était possible de faire chez les chiens, mais jamais chez l'homme. Et en 1831, il a essayé d'injecter des électrolytes et de l'eau chez les chiens. Mais finalement, il n'y a pas eu de suite à ses travaux, et cet auteur est mort sans que vraiment ses travaux soient reconnus. Il était surtout connu pour ses travaux sur l'électricité. En tout cas, c'est le premier à dire qu'il faut administrer de l'eau, du sodium et du bicarbonate, parce que c'est ce qui est présent dans les selles. Ensuite va arriver Latta quelques années plus tard, hein, donc alors lui, pour nous c'est important, en 1832 c'est la première perfusion intraveineuse pour soigner le choléra. Donc tout le monde est sceptique et très vite l'auteur décède, et à l'époque on donnait ce traitement uniquement aux patients moribonds, évidemment, donc il y avait assez peu de succès. C'est aussi un Écossais. Et donc, finalement, on n'a pas eu beaucoup de suite à ces travaux. En même temps, parallèlement à ça, à Moscou, il y avait un chimiste allemand et puis ainsi que des scientifiques russes qui ont démontré qu'il y avait énormément de pertes d'eau dans le choléra. Et puis ils avaient trouvé qu'il y avait de l'acide acétique dans les selles. Donc ils se sont dit, si on perd de l'acide, si on trouve de l'acide acétique dans les selles, on n'a qu'à administrer de l'acide acétique en intraveineux, et ils se sont aperçus que les gens faisaient des hémolyses majeures et que le patient décédait. Donc voici la photo de Thomas Latta, qui est le premier à avoir pensé qu'il fallait perfuser du sérum salé pour soigner les patients qui avaient un choléra. Et à l'époque, vous voyez que ce qui était proposé comme solution, vous voyez que les taux de NaCl sont très très faibles, hein, puisqu'on faisait simplement de 2,3 à 3,5 grammes par litre dans la solution de Latta, avec un petit peu de bicarbonate et un petit peu de chlore. Hein. Donc vous voyez que c'était petit à petit, Latta a proposé de faire des concentrations de plus en plus importantes de sodium. Mais à l'époque, c'était des solutés très hypotoniques. Initialement, Latta a proposé de faire ça par voie rectale. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que pendant 10 ans, je suis allé en Chine et les Chinois utilisent encore la voie rectale pour hydrater certains patients. J'avais été assez étonné. Bon, et puis finalement, il a décidé de faire ça par voie intraveineuse, avec donc du sel, du bicarbonate, donc avec des concentrations moins importantes qu'actuellement. Donc c'était une solution possible pour hydrater les choléras, mais ce qui posait problème, c'est que les solutions n'étaient pas stériles. On avait tendance à perfuser les gens à la phase initiale, et il y avait des problèmes d'embolie gazeuse. Donc il y avait des patients qui s'amélioraient après réhydratation, mais la réhydratation était arrêtée, il y avait des problèmes de stérilité, donc les gens faisaient des bactériémies, des septicémies, et mouraient d'infection. Et puis les gens pouvaient mourir également d'embolie gazeuse. Donc évidemment ça a été très très critiqué en disant qu'on aggravait les patients. En même temps, T.J. Murphy à Liverpool a eu la même idée, mais bon, il a publié dans Lancet, mais bon, finalement, on considère que c'est Latta qui est vraiment à l'origine de la perfusion intraveineuse. En 1847, Pix à Londres s'est dit, je vais perfuser du salé plus de l'albumine. Et là, les patients mouraient dans un état de rigidité importante. Et puis, après, on a essayé de faire du salé hypertonique, avec un certain succès au départ, à Calcutta, mais là aussi, on évaluait mal les pertes, et puis les gens s'amélioraient uniquement à la phase initiale.
Alors, un des auteurs importants également, c'est William Stevens, parce qu'il travaillait sur la fièvre jaune. Il avait constaté que le sang était noir lorsque les patients avaient une fièvre jaune. Il pensait que c'était dû à un manque d'oxygène. Et il avait observé que s'il rajoutait du sel, eh bien le sang redevenait rouge. Mais il n'avait pas pensé qu'il fallait également administrer du glucose en plus du sel. Alors il a essayé de faire ça, d'administrer donc du sel par voie orale, par voie rectale, par des bains. Donc on s'est dit on peut mettre les gens dans le bain. Mais en fait, il n'avait pas compris qu'il n'y avait pas de bénéfice en l'absence du glucose et il n'y avait pas d'évaluation des pertes également. Donc les travaux de Stevens ont souvent été faits en prison, sur des prisonniers qui étaient plus ou moins graves. Et à l'époque, des rédacteurs du Lancet étaient passés en prison et avaient dit « mais ces patients n'ont pas de choléra, ce sont des travaux plus ou moins comment dire, mal faits et à rejeter ». Donc ça, j'ai dit que ce qui s'est passé en Russie, c'est la perfusion d'acide acétique, hein, donc c'était une erreur, parce qu'en fait, l'acide acétique venait du métabolisme des bactéries, et que donc il n'y avait pas lieu de mettre de l'acide acétique en intraveineux pour corriger les troubles liés au choléra. Et puis à l'époque, les auteurs n'ont pas également compris qu'il fallait prendre en compte le sodium et le bicarbonate. Alors un travail important, qui est fondamental, et qui est arrivé donc au début du XXe siècle, c'est Reid, un travail qui passait inaperçu, hein. Et donc il a fait des travaux chez le chien, et il s'était aperçu que l'absorption du glucose était meilleure si en présence de sel. Et alors que nous, ce qui nous intéressait, c'était de montrer que le glucose permet d'absorber le sel, alors que lui pensait que le sel permettait d'absorber le glucose. Donc à l'époque, il a publié ça dans un journal de physiologie, mais finalement, personne ne s'intéressait vraiment à cette époque-là à la physiopathologie du choléra. Et donc il a fallu des décennies pour que les gens s'intéressent à cette problématique d'association entre administration de glucose et administration de sel. Alors vraiment, vous voyez que les premiers travaux ils datent de 1830 sur les pertes sodées. Il a fallu attendre un médecin militaire qui s'appelle Robert Phillips, que vous voyez à droite de la diapositive. Là, il est en Égypte, il y avait une épidémie en Égypte, et lui, je pense que c'est vraiment un chercheur qui a fait des avancées fondamentales en ce qui concerne le choléra. Alors, ce qui est fondamental, c'est qu'en fait, le glucose est essentiel pour faciliter l'absorption dans le tube digestif. Donc, il a fait plusieurs essais. On sait qu'il y a une paralysie de la pompe à sodium, mais que l'intestin fonctionne. Donc, en fait, il avait constaté à l'époque, en Égypte, que les patients étaient atteints de choléra avec du sang qui contenait un excès de bicarbonate, qui expliquait l'acidose parfois profonde, et les sels contenaient des quantités minimes de protéines. Donc il s'est dit, il faut remplacer avec ces sels qui sont isotoniques par des fluides. Donc finalement, ils ont fait de nombreuses études et ils démontraient que le taux de mortalité était de 7,5% si on réhydratait les gens avec du glucose et l'hyperperfusion de solutés salés hypertoniques. Donc il a publié ceci dans le Lancet. En même temps, d'autres auteurs en Thaïlande ont montré que il fallait mesurer le volume et la teneur en électrolyte de toutes les sorties, de toutes les entrées tout au long de la maladie. Et à l'époque, ils considéraient qu'il fallait rien donner par la bouche. Alors, Philips a voulu faire ça au Caire et réhydrater les patients uniquement par voie intraveineuse. Mais à l'époque, il y a eu un veto et des autorités. Dans le même temps, il a été réalisé des biopsies intestinales qui montraient que l'aspect histologique des échantillons intestinaux sont normaux. Donc dans le choléra, l'intestin est normal, ce qui était à l'opposé de ce que défendait Virchow, qui considérait que l'épithélium était altéré lors du choléra. Donc en 1962, il y a eu des travaux concernant l'évaluation des clairances de l'eau et des ions après administration orale de liquide de composition électrolytique de tonicité variable.
Et puis en 62, c'est là qu'on a vraiment commencé à comprendre que chez les patients qui avaient un choléra, si on donnait du glucose par voie orale, ça stimulait l'absorption du sodium. Donc c'est une véritable révolution. Et Philips déclarait: nous disposons d'autopreuves suggérant qu'en incorporant du glucose dans une solution buvable, on pourrait être en mesure de développer un schéma thérapeutique oral qui pourrait éliminer complètement les exigences en matière de liquide intraveineux. Parce que lorsqu'il y a une épidémie, évidemment, on ne pouvait pas perfuser des milliers de gens. En 63, donc, ils ont fait un essai avec une réhydratation orale. Et donc, on donnait une solution orale à forte concentration de sodium, complétée par du glucose. Et les auteurs faisaient une réhydratation par voie intraveineuse. Donc, les auteurs voulaient faire une hydratation par voie orale et intraveineuse. En fait, le problème, c'est qu'en faisant cela, des patients sont morts d'œdème pulmonaire. Donc, ça a été des résultats décourageants. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'il fallait uniquement réhydrater par voie orale ou est-ce qu'il fallait faire une réhydratation par voie intraveineuse simultanée. Donc, les auteurs, les co-auteurs à l'époque, c'était Naline, Cash et Islam. Donc là, ils montraient que dans l'idéal, il fallait administrer une solution orale de glucose et d'électrolyte asservie aux pertes de liquide. Dans le même temps, on commençait à avoir des résultats intéressants parce que finalement, c'était le début d'utilisation de la tétracycline qui a permis d'améliorer les patients. Donc vraiment, le travail fondamental qui est sorti, fait par l'équipe de Philips, c'est cette étude qui est sortie dans Lancet, où on fait une hydratation par voie orale et on la compare à l'hydratation intraveineuse. Et là, vous voyez qu'ici, lorsque les patients reçoivent la solution orale, ici, donc, avec des petits points, ici, vous voyez, à droite, c'est le volume total de sel, et c'est les perfusions intraveineuses. Donc, chez les patients qu'on fait boire ou chez lesquels on met une solution orale, ça permet de réduire fortement les besoins par voie intraveineuse. Donc ces travaux montrent qu'en administrant une solution orale avec du glucose et du sodium, on permet de moins utiliser de soluté intraveineux, ce qui a été vraiment une révolution pour le traitement du choléra. Alors ce qui est fondamental également, c'est comment on surveille les patients, et donc il a été inventé des lits qui permettent aux patients, vous voyez qu'il y a un trou au milieu du lit, donc c'est des lits qui sont lavables, ça permet de recueillir les selles, de les quantifier, et les selles tombent dans un pot avec des antiseptiques, ce qui permet de quantifier les pertes. Donc tout ceci démontre que les progrès ont été très lents. Vous voyez qu'il a fallu, donc en 1830, on a compris ce qu'il y avait dans les selles des patients. En 1832, on a compris qu'il fallait peut-être réhydrater les patients. En 1900, on a compris que le glucose permettait l'absorption de sodium, parce que ça ne sert à rien d'administrer de l'eau et du sel par voie orale ou rectale, parce que c'est pas bien absorbé, donc il fallait du glucose. Et il a fallu attendre les années 60 pour qu'on propose une solution par voie orale pour réhydrater les patients. Alors tout ceci, ça a été très lent, il y avait beaucoup d'animosité entre les chercheurs, une incompréhension de la physiopathologie. Et donc l'idéologie dominante selon laquelle la prise orale aggraverait la diarrhée, à l'époque on pensait qu'il ne fallait pas donner d'eau par la bouche. Ça a dû être surmonté par le mariage de la recherche clinique empirique et la science fondamentale confirme a posteriori que si le paradigme thérapeutique exact restait essentiel, la clé du succès translationnel n'était pas la voie d'administration en soi, mais l'absorbabilité du liquide. Donc c'est fondamental, c'est d'administrer un soluté contenant du glucose et du sodium, et c'est ce qui permet de soigner en masse des milliers de patients. Alors tout ceci a permis de diviser la mortalité, notamment des enfants, par 10. Donc 130 ans de travaux ont été finalement fructueux, bien qu'il ait fallu plus d'un siècle pour arriver à ce résultat. Merci de votre attention.